Donc, un grand merci de votre présence pour notre conférence de presse après notre premier comité national de la rentrée, mais c'est quand même une conférence de presse un peu spéciale parce que c'était une rentrée un peu difficile, très mouvementée. Et pour cette raison, nous avons évidemment profité de ce comité national pour vraiment faire le point sur l'actualité politique et évidemment l'accord de la tripartite. Vous savez que la date d'aujourd'hui était annoncée. Nous avons dit qu'aujourd'hui, la décision sera prise. Et je vais tout de suite parler ouvertement. L'accord de la tripartite a été approuvé par le comité national de l'OGBE ce matin. Et c'est tant mieux. Et ce n'est que normal, en fait. Et je vais brièvement vous dire pourquoi. C'était un accord important pour nous. Et je dois interrompre parce qu'il y a un GSM qui dérange apparemment les micros. Voilà pourquoi. Donc, c'était un moment important pour nous. Donc, nous sommes dans une situation où nous sommes sortis d'une tripartite au mois de mars avec un accord que l'OGBL n'a pas pu signer, comme vous le savez tous. Et dans cette tripartite du mois de mars, nous avons dit que l'index, le système de l'index, devait fonctionner normalement. C'était une de nos principales revendications, vous vous en souvenez. Nous avons dit aussi qu'il faut avoir une influence sur l'inflation et les prévisions de l'Statec ne nous semblaient pas réalistes et seraient plus importantes que ce qu'on avait prévu ou prédit au mois de mars. Nous avons dit aussi que cela ne devait pas être une tripartite qui tourne autour du seul index et nous avons dit qu'il faut aussi avoir une influence sur les prix de l'énergie. Nous avons proposé de plafonner les produits énergétiques et aussi une baisse de la TVA. Nous avions aussi proposé d'agir sur les prix administrés avec la revendication concrète d'un gel des prix dans les maisons de soins. Voilà les revendications avec lesquelles l'OGBL était rentré dans la tripartite du mois de mars. À l'époque, nous n'avons pas eu satisfaction, je ne vais pas y revenir, mais nous n'avons pas pu signer cet accord et nous sommes rentrés dans cette tripartite avec la même position et les différents points ont trouvé satisfaction après les négociations de la tripartite. Ceci pour vous dire que nous nous sentons confirmés dans notre position que nous avons depuis la dernière tripartite. Tout ce que nous avons dit à l'époque vient d'être discuté enfin et nous, pour notre positionnement sur toute la ligne, nous avons eu confirmation par la réalité, par la vie de tous les jours et par l'augmentation de l'inflation. Et nous avons aussi été confirmés dans notre recherche de solutions à travers l'accord qui a été approuvé ce matin par notre comité national. Inutile de nous en cacher. Pour nous, c'était une grande attaque contre les salaires de la part du patronat qui a été supporté par le gouvernement dans le dernier accord et l'attaque contre la question des salaires pour ce qui était de l'index devait se poursuivre, c'est évident aussi. Et nous l'avons vu au mois de mars, il y a eu cette attaque, nous avons fait opposition, nous avons dit non, nous nous sommes levés depuis lors, nous faisons opposition par le biais d'un long chemin que nous avons fait avec de nombreuses personnes, des mobilisations, des actions syndicales, mais aussi avec une campagne d'information et aussi dans les entreprises où nous étions présents sur le terrain pour discuter avec les gens et nous avons constaté que nous avons eu un grand soutien et nous avons dit que c'est un mauvais chemin pour lequel on a opté et nous n'aurions jamais dû donc cet accord n'aurait jamais dû être retenu et c'est aussi
La première chose qui est remplie avec ce nouvel accord, l'accord du mois de mars, n'existe plus. Donc c'est logique que l'OGBL se sente confirmé et peut supporter le nouvel accord, et c'est logique aussi que nous avons pu repousser les attaques contre le salaire grâce à la position de l'OGBL dans la première tripartite et grâce à l'opposition dont nous avons fait preuve par la suite et la mobilisation qui a eu lieu. À l'époque, nous avons dit que nous sortons d'une longue phase de pandémie où nous nous sommes surtout occupés de cette crise-là, et à peine étions-nous sur le point de sortir des questions autour de la pandémie, il y a eu l'attaque contre les salaires avec l'index, et là nous avons dit vous touchez les syndicats dans leur substance et nous allons faire opposition. Nous l'avons fait et c'est une des questions importantes qui nous ont occupés, et c'était un message important que nous avons pu faire passer. Avec cette attitude et avec l'opposition que nous avons faite, nous avons réussi dans cette tripartite à ce que les choses soient différentes. Nous avions montré que l'OGBL peut dire non lorsqu'il n'est pas d'accord et peut faire opposition lorsqu'on veut manipuler l'index. C'était notre ligne rouge, nous l'avons dit avant la tripartite, nous l'avons dit ouvertement, nous l'avons dit dans les bipartites qui se sont déroulées en été, et pendant toutes les négociations, nous l'avons répété. Vous avez appris aussi que les attaques autour de l'index ont de nouveau recommencé avec les bipartites au plus tard le 14 septembre, où les prévisions du Statec ont été publiées. Et le pire des cas était brutalement sur la table avec 4 ou 5 tranches indiciaires qui pouvaient venir à échéance jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc on a fait de l'ambiance de nouveau pour s'attaquer au système de l'index. Et pour nous, c'était définitivement la mauvaise réponse à cette crise. Et depuis lors, nous venons de souligner notre position. Et pour cette raison, nous sommes d'avis, que grâce à cette pression, nous avons pu refuser ou repousser ces attaques. Et c'est le fin mot ou la conclusion la plus importante que nous pouvons tirer pour nous aujourd'hui. Et la position de l'OGBL explique que nous avons donc pu annuler l'accord du mois de mars. C'est important. Nous le faisons depuis le mois de mars. Le système de l'index est de nouveau appliqué normalement. Et c'était aussi une des lignes rouges essentielles. Donc, toutes les tranches indiciaires qui vont être déclenchées devront être payées. Et c'était notre objectif que nous avons poursuivi et que nous avons voulu atteindre. Et surtout, à l'époque actuelle d'une inflation historique, c'est un message important à l'adresse du modèle social luxembourgeois et aux salariés et aux retraités. Nous réussissons à maintenir notre système de l'index et à le faire passer même dans des périodes difficiles. Évidemment, c'était aussi important d'avoir une influence sur l'inflation. Nous l'avons fait. Donc, nous avons eu des aides sur les prix de l'énergie avec un plafonnement. Vous savez tout ce qui a été retenu pour les prix de l'énergie et aussi pour la TVA. Et donc, nous avons encore obtenu d'autres aides pour la population. Et pour nous, c'était le plus important. Il a fallu remplir ces conditions. Et en fait, cette tripartite s'est déroulée dans un contexte très difficile. Là aussi, nous en sommes conscients. Et je vais brièvement en parler. On a beaucoup discuté sur le déroulement. C'était une tripartite qui a été convoquée relativement tard et nous avons déjà tous vu comment les tendances se développaient pendant l'été. Et c'était une tripartite agitée parce qu'il a fallu en peu de temps prendre de grandes décisions. Et pendant 3 jours, nous étions réunis jusque tard dans la nuit, comme vous l'avez tous appris. Et c'était une tripartite qui s'est déroulée dans une période de crise. C'est correct, c'est un instrument de crise, mais dans une crise particulière parce que nous avons une forte inflation. Nous avons toujours la guerre en Europe et surtout une guerre imprévisible où personne ne connaît la suite pour demain. Nous avons la crise de l'énergie
qui touche la population et aussi les entreprises. Et nous sommes donc dans une situation, nous sommes des syndicalistes, je ne puis que le souligner, nous défendons les salariés, mais nous étions dans une situation où nous avons risqué de voir des gens ne plus pouvoir payer leurs factures de chauffage, par exemple, jusque dans les classes moyennes. Il a fallu éviter cela. Nous avons aussi des problèmes d'approvisionnement. Nous avons un risque donc au niveau de la sécurité d'approvisionnement qui n'est plus garantie. Et en plus, nous sommes confrontés à des tendances vers la droite en Europe et récemment dans une des plus grandes puissances économiques en Europe où le taux directeur est aussi relevé par la politique de la Banque centrale. Nous avons une inflation historique. Vous connaissez le contexte. Dans un contexte européen qui est attaqué ou affaibli aussi par tous ces points. Donc là, nous devons trouver des solutions pour le pays, pour sa population, pour les entreprises. Donc des solutions qui peuvent consister dans un compromis qui arrange tout le monde, tout en sachant que nous savons que dans d'autres pays, on cherche aussi des solutions pour la crise et nous avons eu une certaine pression au niveau du temps pour nous en sortir rapidement ou pour trouver une solution. Et dans ce contexte, nous avons abordé ces négociations. Je vous en fais cadeau, vous avez couvert tout cela, vous étiez toujours présents, vous savez comment cela s'est déroulé. Les discussions ont été difficiles, nous étions dans des positions opposées à celles du patronat pour la question des salaires. Ça c'est clair et nous avons dû négocier avec beaucoup de courage. Et nous n'étions pas toujours d'accord, les trois parties de la tripartite. Les syndicats étaient d'accord entre eux. Nous avons fait front jusqu'à la fin et nous sommes entrés pour exiger trois choses. D'un côté, influencer sur l'inflation, d'un autre côté, plafonner les prix, garder l'index et aussi notre troisième revendication, vous la connaissez aussi, à savoir l'adaptation du barème fiscal pour répondre à la question de la justice fiscale. Maintenant, après de longues discussions et après tout le contexte que j'ai esquissé, nous avons trouvé un protocole ou un accord de principe que nous avons pu approuver à ce moment-là et que nous avons proposé au comité national. Vous connaissez tous son contenu, mais je veux quand même revenir sur les différents points de l'accord, mais on va encore faire un toilettage de texte. Donc tout d'abord, nous avons pu retourner au fonctionnement normal du système de l'index. Toutes les tranches seront payées à leur échéance, à côté de la tranche du mois d'avril, qui était un report de l'année passée. Puis on va avoir une influence sur les prix de l'énergie, avec une hausse maximale de 15% sur le prix du gaz à partir du mois d'octobre, 1er octobre 22 jusqu'à la fin de l'année 2023. Permettez-moi de dire un mot à ce sujet parce qu'il y a la grande question de la sélectivité sociale qui se pose. Pour le GBL, il était important qu'il y ait rapidement une influence sur le prix du gaz à partir du mois d'octobre et pas seulement l'année prochaine, parce que c'est maintenant que les maisons et les logements doivent être chauffés et que les factures doivent être payées. Mais nous étions déjà vers la fin septembre. Si nous avons voulu une solution rapide, donc le gouvernement nous a dit que ce n'était possible de dire qu'on va aller dans cette direction avec une hausse maximale de 15% pour tout le monde. Mais nous savons que c'est la même chose pour tout le monde et qu'il n'y a pas là un critère de la sélectivité sociale. D'ailleurs, nous l'avons regretté dans la tripartite et nous avons demandé si on n'avait pas d'autres solutions, mais en raison du peu de temps qui nous était imparti, ce n'était pas possible de dire plus, de dire l'un va avoir 15%, l'autre 30% ou encore 50% pour le plafonnement. Mais quand même, pour nous, c'est une énorme aide pour la plus grande partie des ménages.
que nous allons sentir au mois d'octobre. Et nous savons que des annonces avec jusqu'à 110% ont été faites sur le prix. Et autour de ces énormes hausses, nous n'aurons que 15%. C'est quand même quelque chose qui va beaucoup arranger les ménages. Le problème avec la question du ciblage social, bon, c'est un problème, et il faut le relever, mais on n'a pas pu le faire dans la discussion parce qu'on nous a dit que ce n'était pas faisable. Mais où aurions-nous pu commencer, jusqu'à quel salaire? Et puis il y aurait eu les mêmes discussions et nous aurions fini par avoir des querelles sur le niveau des revenus pour obtenir de l'aide sur le front du gaz, sur le prix du gaz. Tout cela placé dans un contexte, il faut dire que dans l'absolu, c'est vrai que ceux qui ont un gros salaire vont aussi avoir ce plafonnement avec un plus de 15%, mais celui avec les gros salaires vont moins souffrir de cette hausse des prix de l'énergie. Là aussi, il faut le voir de manière réaliste. Les faibles et les moyens revenus doivent consacrer une plus grande partie de leurs revenus dans les prix de l'énergie. Et dans cette question, c'est vrai, nous avons retrouvé des statistiques où en 2019, il y avait encore d'autres prix, mais dans le quintile 1, un ménage a dû dépenser 7,7% de son revenu disponible pour les prix de l'énergie. Et les coûts de l'énergie est dans le quintile 5, 2,8%. Donc là, nous voyons quand même qu'il y a une grande différence entre ce que nous devons tous dépenser pour les prix de l'énergie par rapport à ceux qui ont un salaire élevé. Et donc, cette question est aussi une question difficile à côté du fait que, de toute façon, cela ne pouvait pas être un sujet parce qu'il a fallu réagir rapidement, mais nous comprenons cette critique et vous savez que l'OGBL s'est toujours engagé pour ce qu'il y ait des mesures ciblées et nous ne sommes pas d'avis que des gens qui ont des revenus très élevés devraient obtenir les mêmes aides que les gens de la classe moyenne. Mais ceci pour expliquer donc ce point ou cette critique. Et puis à côté du gaz, la même chose vaut pour les prix de l'électricité. Là, nous avons une hausse de 0% pour l'année prochaine. Pour le mazout, nous avons le dédoublement des 7,5 cents par litre jusqu'à 15 cents à partir du mois de novembre jusqu'à l'année prochaine. Puis nous avons la réduction de la TVA pour à concurrence d'1%. Et dans cet accord, nous avons dû ancrer aussi l'ajustement du salaire social minimum parce que le patronat a beaucoup parlé du salaire social minimum. Bon, je l'exprime ainsi, et a posé beaucoup de questions sur l'importance du salaire social minimum et de l'ajustement. L'ajustement du salaire social minimum va en janvier 2023 entraîner une augmentation de 3,3%. Et parce qu'on en a discuté, on l'a bien ancré dans cet accord. De toute façon, cette augmentation était due. Puis on a aussi la prolongation de l'allocation de vie chère avec une augmentation des primes de l'énergie qui a été introduite aussi pour l'ensemble de l'année prochaine. Ensuite, encore un point important avec les maisons de soins dont nous avons toujours parlé. Déjà en mars, c'était notre revendication. Là aussi, nous avons obtenu un gel des prix pour les maisons de soins pour nous garantir que les ménages et ceux qui ont une personne dans une maison de soins, dans leur famille, pour qu'ils ne doivent pas s'attendre à des hausses spectaculaires. Et puis, il y a encore les aides pour les entreprises. Là, ce n'est pas moi qui dois vous les expliquer dans le détail. De toute façon, vous les connaissez. Mais ce sont aussi des aides que nous avons pu accepter parce que, contrairement à ce qu'on affirme aussi par des représentants du patronat, que nous ne vivons pas dans la réalité, nous sommes conscients qu'il y a des entreprises dont la réalité est difficile. Et nous l'avons toujours dit, nous à l'OGBL, il faut les aider.
Mais évidemment, c'est vrai aussi qu'effectivement, nous vivons dans une autre réalité que différents représentants du patronat. Et donc, il faut qu'il y ait des aides ciblées pour des entreprises qui sont très énergivores ou qui sont aussi confrontées à des difficultés. Et donc, toutes ces aides, en fonction du cadre européen, ont été décidées dans cet accord de la tripartite et nous ne pouvons que les approuver dans les aides pour les entreprises. Il y a aussi la possibilité d'une déduction fiscale pour des investissements écologiques. Nous ne pouvons que l'approuver à chaque fois où nous pouvons, malgré la crise actuelle et malgré la crise énergétique, où il faut trouver des solutions rapidement. Nous ne devons pas oublier la transition écologique et donc il faut aussi mettre un accent là-dessus et nous ne pouvons que l'approuver. Puis il y a encore eu l'aide pour les entreprises qui ne nous fait pas mal mais qui nous concerne quand même pour ce qui est du congé social avec la nouvelle directive européenne sur le Work-Life Balance. Nous aurons droit à 6 jours de congé aidant que l'État va financer pour moitié et le patronat l'autre moitié. Donc pour nous, c'est important que les salariés aient droit à ces 6 jours. Et si c'est une aide pour eux, pour survivre à cette période difficile de la crise énergétique, nous ne pouvons que l'approuver. Puis il y a encore eu une série d'autres décisions. Le bonus climatique a été prolongé, la TVA a été réduite sur les installations de photovoltaïques, mais là, nous sommes vraiment sur le point de peaufiner le texte. Et encore un autre point qui a souvent été discuté et qui nous tient aussi à cœur, c'est la question du chauffage avec des pellets. Ce n'était pas vraiment un grand sujet à la tripartite parce que cela concerne une minorité des ménages et quand même le sujet a été abordé. Donc là aussi, nous sommes toujours en train, le GBL insiste, il faut trouver des aides quelque part pour des gens qui chauffent avec des pellets, parce que là aussi, la hausse des prix est énorme, mais nous sentons que c'est un avis partagé par d'autres, et nous espérons qu'il y aura en plus une solution, que ce soit ici dans cet accord ou par la suite, il faut voir. D'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'on donne de l'aide aux gens. Et puis, il y a encore le dernier point, et évidemment, c'est un point qui ne nous a pas plu, c'est évident. Là, il y a eu une discussion déclenchée par le patronat pour voir ce qu'on peut faire s'il devait y avoir une tranche supplémentaire par rapport à celle prévue par le Statec avec ses prévisions, donc une troisième tranche en 2023. Et ils ont voulu à tout prix, à côté de toutes les autres modulations et manipulations du système indiciaire qu'ils ont entrevues, ils ont voulu de la part des syndicats un engagement de les supporter. Nous n'avons pas pu le donner et pour cette raison, nous avons réussi un consensus proposé par le gouvernement. S'il devait y avoir une tranche supplémentaire en 2023 qui n'est pas prévue, il faudra qu'elle soit payée. Pour nous, c'est important, mais en contrepartie, il pourrait y avoir un rendez-vous. Il y a une clause de rendez-vous pour la tripartite où on va donc discuter de compensation financière pour les entreprises pour pouvoir supporter les coûts de cette tranche indiciaire. Donc, nous ne parlons pas d'une compensation pour les salariés ou les retraités, mais nous parlons bien d'une compensation publique pour les entreprises pour pouvoir payer la tranche indiciaire. Voilà dans les grandes lignes le contenu de l'accord que vous connaissez tous et qui a déjà beaucoup été discuté au cours des derniers jours. Et c'était aussi les explications pourquoi, pour nous, c'est un accord que nous pouvons approuver et où nous disons qu'il y avait une série de nos principales revendications qui ont été remplies, mais comme toujours dans la vie, c'est le résultat de négociations et de compromis
que tout le monde doit concéder. Et évidemment, si nous écrivions cet accord tout seul, il aurait un autre visage, mais ce n'est pas le cas. Et nos principaux points ont été remplis. Nos points les plus importants, les entreprises ont aussi eu de l'aide. Tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver. Il reste évidemment des points de critique, mais on n'a pas la possibilité de tout résoudre pour l'instant. Mais il reste pour nous la grande question de la justice fiscale qui reste sans réponse. Nous n'avons pas pu l'intégrer dans cet accord. Et pour nous, cela ne veut pas dire que nous allons oublier cela. Au contraire, nous avons ici un accord de la tripartite qui couvre une situation de crise à court terme avec des aides immédiates et avec le maintien donc du système de l'index. Et nous devons continuer à faire bloc pour obtenir enfin une justice fiscale à Luxembourg. Nous le ferons avant les élections parlementaires et nous allons établir des contacts par rapport à tous les partis et organiser une campagne pour obtenir une adaptation du barème fiscal. C'est un autre vol net de l'index. Évidemment, nous avons des tranches brutes, mais sur le net, nous recevons moins à chaque fois parce qu'il y a la progression froide qui existe toujours et qui doit être supprimée. Là, nous n'allons pas céder et évidemment, on va lier tout cela avec la question de savoir où on doit payer moins d'impôts, où est-ce qu'il faut commencer d'accorder des allègements fiscaux pour les classes inférieures et moyennes, et où est-ce qu'on peut générer plus de recettes, et tout cela sera lié à la question de l'imposition sur les revenus importants. Et le bénéfice des entreprises, c'est un grand sujet à part, qui n'est pas le sujet de cette conférence de presse. Vous connaissez la position de l'OGBL et nous sommes prêts à aborder ces discussions pour obtenir enfin une plus grande justice sociale, parce que si on parle de justice fiscale et de moins d'inégalités, alors c'est par le biais des impôts. C'est là où il faut intervenir. Et donc, ce sujet n'est pas oublié non plus. Voilà, je pense que c'est le principal message de notre comité national. Nous avons encore quelques autres sujets qui ont été abordés que je vais brièvement citer pour que vous sachiez que nous ne faisons pas que parler de la tripartite, mais aujourd'hui, un représentant de notre organisation des jeunes de l'OGBL a prononcé un discours par rapport à l'obligation scolaire. C'est un sujet important pour l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Et nous avons une perspective critique par rapport à cette innovation et on nous a expliqué qu'en fait, ce qui est prévu comporte un risque pour les jeunes et n'aura pas les effets escomptés par la politique. On dit que c'est pour éviter le décrochage scolaire. Aujourd'hui, nous avons discuté et nous avons trouvé qu'il faut commencer plus tôt dans une société. Si nous voulons que les jeunes passent une bonne scolarité, il faut adapter l'école et il faut commencer au plus jeune âge dans les écoles primaires et puis par la suite. Bon, on ne le fait certainement pas en obligeant les jeunes à rester à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. Un autre sujet important, nous allons évidemment y revenir aussi à la CSL, donc la Chambre des salariés s'en est aussi occupée et a rédigé un avis critique pour ceux que cela intéresse. Et nous voilà dans nos différents secteurs. Nous avons fait un tour d'horizon pour savoir ce qui se passe un peu partout et nous avons constaté que de nombreuses conventions collectives, de bonnes conventions collectives ont été conclues. Cela fait plaisir de voir que même pendant ces périodes difficiles, il y a encore des négociations tarifaires positives avec des résultats réels, sérieux, avec amélioration des conditions de travail et des salaires. Et cela a été réussi en de nombreux endroits. Mais aujourd'hui, nous avons surtout
regardez les services publics, les communes, par exemple à Wils, à Strassen, il y a aussi une convention collective très importante dans les communes du Sud, mais aussi dans l'économie privée. Nous avons eu de bonnes conventions collectives qui ont été conclues. Et dans le secteur de la mode, un secteur où c'était très difficile parce qu'il s'agit de petites entreprises, de petites boutiques où malheureusement, en raison d'un manque de réforme de la loi sur les conventions collectives, ce n'est pas possible d'avoir une grande convention collective sectorielle. Et maintenant, nous négocions chez Sarah et CEA, et donc ce sont des améliorations importantes pour les membres de l'EGBL, et cela fait plaisir de voir ces bons résultats. Nous en avons eu un chez Action, un autre chez Etam. Je pourrais vous donner une longue liste aussi au niveau des garages. Donc ce sont des mouvements importants pour les salariés, et ce sont aussi de bons signes que nous avons pu placer. Nous avons aussi fait le point pour la tripartite du verre chez Guardian. Je ne vais pas en parler, vous la connaissez, le gouvernement l'a publié. Nous avons aussi parlé de la tripartite sectorielle de la Luxair, qui a aussi beaucoup été traitée dans la presse. Michel Claus nous a fait un rapport sur ce qui s'est passé et sur le résultat. Et puis nous avons encore une fois parlé de la situation plus tragique chez Liberty Steel à Dudelange. Et là, il y a une certaine insécurité. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'oublions pas ce site et nous sommes préoccupés pour l'avenir de ce site et pour ces 170 salariés qui ne savent pas comment demain se présente. Et là aussi, nous continuons à faire attention et dès qu'il y aura des décisions, nous allons vous en informer. Stefano est responsable pour ce dossier et il est présent si vous deviez avoir des questions à ce sujet. Puis aussi, nous avons parlé de nos activités internes, de nos nominations, etc. Et voilà, je pense que c'est un peu le tour de notre comité national de ce matin. Donc le message le plus important, c'était que l'accord de la tripartite a été approuvé, donc nous pouvons aller signer demain si nous avons le texte final. Voilà, maintenant je regarde un peu autour de moi si je n'ai rien oublié. Et donc je vous dis déjà un grand merci de votre patience